Bételgeuse, une supergéante rouge. Cette boule de plasma en ébullition est l'une des plus grandes étoiles de notre galaxie et l'une des plus brillantes. Elle est 500 fois plus grande que le Soleil, mais elle est en état de pulsation, ce qui fait qu'elle grossit et rapetisse. À son apogée, elle fait 800 fois sa taille moyenne. Si cette étoile était une corbeille, elle pourrait contenir environ 300 millions de soleils, alors que son poids n'est que 17 fois supérieur. Et là, à environ 500 années-lumière, se trouve la Terre. Nous lançons notre vaisseau spatial et entamons notre voyage vers Bételgeuse. En quelques secondes, nous avons déjà parcouru 390 000 km et nous sommes près de la Lune. Cette distance représente 9,5 fois le tour de la Terre. Une navette spatiale actuelle propulsée par une fusée aurait mis 3 jours pour arriver jusqu'ici. Nous sommes maintenant près de Mars. Le vol vers la planète rouge dure généralement 7 mois. Plusieurs rovers sont actuellement à l'œuvre ici, ainsi que le tout premier drone volant Ingenuity. La surface de Mars est 3 fois plus petite que celle de la Terre, mais la planète est également 10 fois plus légère. On espère bientôt y envoyer une colonie humaine. Juste au-delà de Mars, nous devons esquiver de nombreuses roches spatiales. C'est la ceinture d'astéroïdes. Elle contient des débris et des objets spatiaux de taille et formes différentes. Le plus gros d'entre eux est Cérès. Sa surface est légèrement plus grande que la superficie de l'Argentine et son poids représente environ 1% de celui de la Lune. Le poids total de toute la ceinture d'astéroïdes est 25 fois inférieur à celui de la Lune. Ensuite, nous passons devant les géantes gazeuses Jupiter et Saturne. Ce sont les plus grandes planètes du système solaire. Ce sont aussi les plus lourdes, même si elles n'ont pas de surface solide. Ensuite, nous passons par Uranus et Neptune. On les appelle géantes de glace. Et à l'extrême limite du système solaire, nous voyons Pluton. Elle était autrefois considérée comme une planète à part entière, mais elle a été retirée de la liste. Nous voilà maintenant à 7 milliards de kilomètres de notre maison. Il a fallu à la sonde spatiale New Horizons environ 9 ans pour arriver jusqu'ici. Accroche-toi à ton siège, on va accélérer. Nous traversons la ceinture de Kuiper. Il y a beaucoup d'astéroïdes et de blocs de glace ici. Ce sont les matériaux de construction les plus anciens de notre système solaire. Il y a plusieurs milliards d'années, notre monde ressemblait à un nuage de ces astéroïdes. Nous continuons notre voyage et atteignons le bord du système solaire, l'héliosphère. Nous nous sommes déplacés jusque-là grâce au vent solaire, mais il commence à ralentir car il entre en collision avec le vent interstellaire et se réchauffe. C'est ce qu'on appelle le choc terminal. La sonde spatiale Voyager 1 a atteint ce point en décembre 2004. Nous arrivons maintenant là où l'héliosphère se termine et où l'espace interstellaire commence. C'est l'héliopause. En 2012, Voyager a franchi cette limite et est devenu le tout premier objet fabriqué par l'homme à atteindre l'espace interstellaire. Mais le message de Voyager rapportant cet événement est arrivé sur Terre près d'1 an plus tard, en raison de l'énorme distance. Il a fallu 35 ans à Voyager 1 pour parcourir tout ce chemin. Et la voilà. Cette sonde est aussi longue qu'une voiture et fait le poids de 2 motos. Il y a une plaque en or sur sa coque. C'est un message de l'homme aux potentielles civilisations extraterrestres. Elle contient des images de paysages terrestres, des enregistrements de voix humaines et notre ADN. Voyager est opérationnel depuis 43 ans et a parcouru plus de 22 milliards de kilomètres. Cela équivaut à 152 fois la distance entre la Terre et le Soleil. Et elle continue de filer dans l'espace à plus de 60 000 km/h. Nous voilà maintenant près de l'étoile la plus proche de notre système solaire, Proxima Centauri. Nous sommes si loin de chez nous que même la lumière a besoin de plus de 4 ans pour parcourir cette distance. Avec une navette normale, ce voyage aurait duré 73 000 ans. La raison pour laquelle nous voulions nous rendre ici était la présence d'une planète semblable à la Terre appelée Proxima Centauri b. Elle est 10 fois plus grande que la Terre et légèrement plus lourde. Elle se trouve dans la zone habitable de son étoile hôte. Cela signifie que de l'eau à l'état liquide pourrait se trouver sur cette planète et que la vie pourrait s'y développer. Mais cette étoile produit occasionnellement des éruptions. Récemment, sa luminosité a été multipliée par près de 1000. Elle a émis tellement de radiation que toute forme de vie aurait cessé d'y exister. Nous voilà maintenant à plus de 8 années-lumière de la Terre. L'étoile la plus brillante de notre ciel nocturne est Sirius. Elle est si brillante qu'on peut même la voir pendant la journée. Mais en réalité, il y a 2 étoiles, Sirius A et B, qui orbitent autour d'un centre de gravité commun. Ces étoiles se déplacent vers notre système solaire à près de 8 km par seconde.
soit la vitesse maximale d'une supercar haut de gamme. Stop! Nous sommes arrivés près d'une planète potentiellement habitable, à 39 années-lumière de la Terre. C'est TRAPPIST 1d. Son étoile hôte est une naine blanche. C'est une étoile froide, 10 fois plus petite et plus légère que le Soleil. Il y a 7 planètes autour d'elle, mais TRAPPIST 1d est la plus similaire à la Terre. Elle est seulement 30% plus petite et 3 fois plus légère. Mais sa surface est rocheuse et la température y est de 9 degrés Celsius. On s'y sent bien avec une petite laine. Il pourrait même y avoir une atmosphère, des montagnes et des océans, ce qui veut dire que cette planète pourrait accueillir une colonie humaine. Mais il faudrait 677 000 ans pour y arriver avec des navettes traditionnelles. Et voici notre objectif principal, Bételgeuse. Il faudrait près de 8,7 millions d'années pour y arriver avec une navette spatiale actuelle. Cette étoile est si grande qu'à côté, notre vaisseau ressemble à un grain de sable. Remontons le temps pour voir ce qui est arrivé à cette étoile. Il y a d'abord eu une magnifique nébuleuse. C'est un nuage de poussière et de débris spatiaux qui s'est progressivement comprimé sous son propre poids. Une réaction nucléaire s'est alors formée en son cœur et boum! Une étoile est née. Au début, Bételgeuse était chaude et très massive, mais elle ne s'est pas étendue et est restée stable. Observons son cœur. Les réactions nucléaires dans le cœur de l'étoile créent beaucoup de chaleur et d'énergie. Cela produit une force, poussant les parois de l'étoile vers l'extérieur, ce qui provoque son expansion. Mais en même temps, l'étoile est très lourde, donc sa gravité exerce une pression sur elle depuis l'extérieur. Lorsque ces deux forces sont équilibrées, l'étoile reste stable. Mais avec le temps, toute étoile perd son combustible, l'hélium et l'hydrogène. Des éléments plus lourds du noyau se joignent alors à la réaction nucléaire. En brûlant, ils libèrent plus d'énergie que la gravité ne peut en contenir. L'étoile commence alors à s'étendre. C'est ce qui arrive à Bételgeuse. Elle est déjà si grande que si on la plaçait au centre de notre système solaire, son bord toucherait la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Bételgeuse va continuer à s'étendre jusqu'à épuiser complètement son carburant. Puis, la gravité l'emportera, sa taille diminuera, puis elle fera un énorme boom. Son explosion, ou supernova, sera si aveuglante que Bételgeuse brillera plus que notre Lune. Heureusement, la Terre est trop éloignée pour que cette explosion puisse ennuyer l'homme. Le fort courant de matière qui sera éjecté lors de l'explosion n'atteindra le système solaire que 6 millions d'années plus tard. Puis, le vent solaire arrêtera ce flux, donc nous ne risquons rien. Bételgeuse est susceptible d'exploser à tout moment au cours des 10 000 prochaines années, bien que des scientifiques pensent que cela n'arrivera pas avant 100 000 ans. Revenons juste avant l'explosion de Bételgeuse. Il peut y avoir un autre scénario plus intéressant. La gravité pourrait comprimer son noyau massif avec une telle force qu'un trou noir se formerait à sa place. Les trous noirs sont ce qu'il y a de plus lourd dans l'univers. Ils ont une force gravitationnelle incroyable dont même la lumière ne peut échapper. Le trou noir de Bételgeuse commencerait à aspirer la poussière cosmique et les restes de l'étoile. Tous ces débris, ainsi que la lumière des autres étoiles, se retrouveraient prisonniers jusqu'à la ligne d'horizon de ce trou noir en expansion. Pour la première fois de l'histoire, nous pourrions assister à la naissance d'un trou noir. Mais en réalité, Bételgeuse est trop légère pour devenir un trou noir, et il est plus probable qu'après son explosion, elle se transforme en une naine blanche qui s'estompera progressivement jusqu'à devenir invisible. Plus d'1 million de terres peuvent tenir dans notre Soleil. De nouvelles recherches montrent qu'entre 20 et 35% des soleils dévorent leur propre planète, et qu'un quart des systèmes planétaires en orbite autour d'étoiles comme le Soleil ont eu un passé chaotique. La chose même qui donne la vie peut aussi la reprendre. Toutes les planètes de notre système solaire tournent autour du Soleil, et elles le font toutes d'une manière assez consistante. Il est très probable qu'elles soient restées ainsi depuis qu'elles sont apparues dans le paysage, mais ce n'est pas le cas de toutes. Cette existence chaotique signifie qu'un système solaire comptait de nombreuses planètes dans sa litière jusqu'à ce que le Soleil hôte décide de les faire fondre. Notre système solaire est parfaitement disposé pour qu'aucune planète n'interfère avec la gravité des autres. La force gravitationnelle de Jupiter est beaucoup plus forte que celle de la Terre, ce qui signifie que si la Terre se rapprochait de Jupiter, nous ne serions qu'une autre lune pour celle-ci. La planète est si grande que si la Terre faisait la taille d'un raisin, Jupiter équivaudrait à la taille d'un ballon de basket par rapport à elle.
Même avec la technologie la plus perfectionnée au monde, il est compliqué de savoir si les étoiles mangent effectivement leur planète. La meilleure façon de l'étudier est d'observer des systèmes binaires. Il s'agit d'un terme scientifique pour désigner un système composé de deux étoiles en orbite l'une autour de l'autre. En général, les deux étoiles se sont formées à peu près au même moment, à partir des mêmes gaz et dans les mêmes conditions. Cela signifie qu'elles devraient plus ou moins contenir les mêmes éléments. Quand tu ouvres les yeux le matin, tu es accueilli par la lumière du soleil qui a parcouru des millions de kilomètres. Plus on s'en approche, plus c'est chaud. Mais les rayons qui voyagent depuis le soleil charrient également certains éléments chimiques qui les rendent uniques. Les atomes associés au soleil sont des matériaux légers comme l'oxygène, le carbone, l'hydrogène et l'hélium. On peut aussi y trouver d'autres substances, mais celles-là demeurent les principales. En étudiant ces éléments, on peut connaître l'histoire d'un système solaire avec suffisamment de détails pour déterminer s'il est instable ou plutôt calme. Les scientifiques ont étudié 107 systèmes binaires composés de soleils comme le nôtre en analysant leur lumière. Comme chaque système contient deux soleils, ils les ont comparés et mis en contraste pour voir les différences. Ils ont observé que les étoiles dotées d'une fine couche extérieure présentaient des éléments différents de ceux de leurs compagnonnes. Tous les soleils contiennent des éléments légers, mais certains ont des éléments rocheux comme le fer, le silicium et le titane à proximité. Ces éléments sont associés au terrain accidenté que l'on trouve sur une surface, mais ils se trouvent là, flottant au milieu de l'espace. La couche externe la plus fine est particulièrement riche en fer par rapport aux autres couches. De nombreuses étoiles sont jumelles à la naissance, mais la plupart des étoiles de la Voie lactée ont une compagnonne dans un système binaire. Cela signifie que notre Soleil est assez unique pour ne pas avoir de partenaire. Mais certaines théories suggèrent que le Soleil a peut-être perdu son jumeau dans le passé. Il se trouve à environ 184 années-lumière et s'appelle HD 186302. Ce pourrait être notre bonne étoile. Les nuages moléculaires sont le lieu de naissance de milliers d'étoiles. Ils sont constitués de gaz et de poussière qui s'effondrent progressivement sous leur propre poids. Notre Soleil a peut-être commencé de cette façon il y a 4,6 milliards d'années. Et lorsqu'elles sont suffisamment matures, elles sortent au grand jour, généralement avec leurs compagnons de voyage. En fait, les scientifiques affirment que jusqu'à 85% de toutes les étoiles pourraient être en paires binaires, ou avoir encore davantage de potes, mais plus de 50% sont des paires binaires. Le seul problème est que nous ne pouvons pas vraiment le voir puisqu'il s'est écarté de son orbite originale il y a une éternité. Mais on peut en trouver des traces dans le nuage de Oort. Il s'agit d'un vaste amas spatial composé de comètes, de roches spatiales et de glace situés aux confins de la zone d'influence de notre Soleil. Ces objets flottent beaucoup puisqu'ils sont loin de la gravité du Soleil et peuvent facilement être éjectés de leur orbite dans l'espace. Voler à travers un tel espace n'est pas différent de voler à travers n'importe quel vide spatial. La raison pour laquelle certains de ces éléments légers se trouvant dans l'espace contiennent des éléments rocheux que l'on trouverait à la surface d'une planète est que le Soleil les a fait sortir de leur orbite et les a dévorés quand ils se rapprochaient. Cela se produit également lorsqu'une étoile devient trop grosse et commence à manger tout ce qui l'entoure. Selon les scientifiques, si une étoile mange une planète, cela peut la rendre instable et la faire tourner si vite qu'elle finit par se déchirer. Mais pas de panique, il y a très peu de chances que le Soleil dévore notre planète dans un avenir proche. Les étoiles se forment lorsqu'un énorme nuage d'hydrogène et d'hélium croît jusqu'à s'effondrer sous son propre poids. La pression augmente et atteint des niveaux de chaleur extrêmes que nous ne pouvons même pas mesurer. Les atomes d'hydrogène finissent par perdre leurs électrons, ce qui provoque la fusion de l'hydrogène et la libération d'énergie, contrant ainsi l'effondrement par gravité. Mais lorsque la force gravitationnelle l'emporte sur la fusion de l'hydrogène, l'étoile commence à se dilater et devient une géante rouge. Puis, après environ 1 milliard d'années, l'hydrogène du noyau externe disparaît, laissant une grande quantité d'hélium qui fusionne avec les autres éléments présents. Et une fois que tout l'hélium aura disparu, la gravité réduira la géante rouge à l'état de naine blanche. Et lorsqu'elle a totalement disparu, les restes de l'étoile libèrent des tonnes de gaz et de poussière dans l'espace. Les scientifiques affirment que notre Soleil a encore entre 7 et 8 milliards d'années avant d'atteindre ce stade. Mais même si cela devenait une réalité, cela ne se produirait pas du jour au lendemain. Il faut des millions d'années pour qu'une telle chose se produise. Mais que se passerait-il si le Soleil décidait de nous dévorer du jour au lendemain à l'heure où nous parlons ? La planète commencerait à se réchauffer en quelques secondes. Chaque légère variation de degré peut entraîner des événements catastrophiques.
Les calottes glaciaires peuvent fondre en quelques secondes et inonder les terres côtières. Même les petites îles des régions reculées du monde seraient submergées. Et comme il ferait plus chaud, toutes les régions enneigées fondraient instantanément et évolueraient vers un climat désertique. Certains endroits brûleraient et des objets quotidiens fondraient sur place. L'intérieur de la Terre se réchaufferait également, ce qui entraînerait des éruptions volcaniques dans le monde entier. L'Antarctique fondrait sous l'effet de la chaleur et les volcans entreraient en éruption. Et en quelques minutes, la planète entière se transformerait en une boule de feu et de cendres avant d'exploser en petits morceaux flottant dans l'espace, atteignant des régions dont nous n'avons même jamais entendu parler. Mais ne t'inquiète pas, une telle chose n'arrivera pas vraiment. Si le Soleil interrompt notre rotation, les résultats seront différents. Il fera également chaud, car le champ magnétique qui nous entoure nous protège des radiations du Soleil. Et si nous nous trouvons déréglés, le champ magnétique le sera également, et la chaleur extrême du Soleil nous fera bouillir. La force gravitationnelle deviendra instable, donc la physique de notre vie quotidienne sera un chaos total. Il faudra attendre 5 milliards d'années pour que le Soleil devienne une géante rouge. Sa taille augmentera et il finira par dévorer Mercure et Vénus. Il y a de fortes chances que la Terre soit également au menu. Si la Terre devait se rapprocher du Soleil de seulement 1 500 000 km, elle deviendrait inhabitable. Cela peut sembler beaucoup, mais c'est seulement 4 fois la distance entre la Lune et la Terre. La détection de la composition chimique des rayons solaires dans des systèmes plus éloignés pourrait aider les scientifiques à trouver d'autres planètes semblables à la Terre. Comme l'atmosphère autour de ces étoiles dévoreuses de planètes modifie cette composition chimique, nous pouvons détecter les systèmes solaires qui ont eu un passé calme. La principale chose que nous devons observer est si les planètes ont un cycle orbital sain. Si rien d'autre ne s'y oppose, nous pouvons supposer que la planète pourrait suivre les mêmes étapes que la Terre qui ont permis l'avènement de l'espèce humaine. Mais ce processus prendra des siècles, car il existe des millions d'étoiles proches, similaires à notre Soleil. À ce rythme, les chances de trouver une planète semblable à la nôtre sont quasi inexistantes. Mais si c'est le cas, alors il pourrait y avoir de la vie sur ces planètes. Il n'y aura aucun moyen de savoir si c'est une vie intelligente, mais elle pourrait avoir connu le même destin évolutif que nous. Cela fait plus de 400 ans qu'il n'y a pas eu de supernova dans la Voie lactée. Nous avons donc beaucoup de retard. Voici donc les étoiles les plus susceptibles de faire boum si ce n'est déjà fait. En tête de liste, l'étoile Eta Carinae de l'hémisphère sud. Les lettres grecques précédant le nom d'une constellation indiquent le niveau de brillance d'une étoile dans cette dernière. En 1677, Sir Edmund Halley a enregistré Eta Carinae comme la 7e étoile la plus brillante de la constellation du Carène. Eta étant la 7e lettre de l'alphabet grec. Elle n'était peut-être pas si brillante pour Sir Edmund et ses contemporains au XVIIe siècle, mais les études modernes estiment qu'elle est 5 millions de fois plus lumineuse que notre Soleil. La luminosité est un terme technique utilisé par les astronomes. Il ne signifie pas seulement brillance, mais fait référence à l'énergie totale libérée à toutes les fréquences. Et Eta Carinae libère 5 millions de fois plus d'énergie que le Soleil. Véritable gros morceau de notre Voie lactée, Eta Carinae est 100 fois plus massive et 240 fois plus grande que notre Soleil nain jaune et blanc. De toute évidence, Eta Carinae est assez éloignée, environ 7500 années-lumière. Pourtant, même à une telle distance, si cette étoile devient hypernova, elle peut quand même avoir un impact sur la couche d'ozone de la Terre, perturber les communications par satellite et blesser les astronautes. 159 ans après l'observation de Halley, Eta Carinae a connu une explosion de type nova. Elle est passée de l'état d'étoile de faible luminosité à celui de la 2e étoile la plus brillante visible depuis la Terre. Mais seulement pendant 27 ans. De 1836 à 1863, Eta Carinae était la 2e étoile la plus brillante visible de chez nous après Sirius, l'étoile du chien, qui n'est qu'à 8 années-lumière. Depuis 1863, à part quelques poussées, Eta Carinae est revenue à sa luminosité d'origine, soit une magnitude de 4,5. Les astronomes pourraient nous présenter des excuses pour la nomenclature de la magnitude des étoiles. Plus une étoile, une planète ou une lune est brillante, plus sa magnitude est faible. Ainsi, les étoiles qui sont plus brillantes que la magnitude 1 sont soit de magnitude 0, soit de magnitude négative.
La pleine lune, par exemple, a une magnitude de -13. Une étoile de magnitude 4,5, comme Eta Carinae, est assez peu visible depuis la Terre, mais tu la verrais clairement dans un ciel nocturne sans pollution lumineuse si tu vivais au sud de la latitude du Caire. 30 degrés de latitude nord est le point le plus au nord d'où l'on peut observer cette étoile. Mais Eta Carinae est actuellement en train de faire quelque chose. Elle brille de nouveau, et elle est même plus brillante qu'elle ne l'a jamais été depuis 1864. C'est une situation complexe. Eta Carinae est en réalité constituée de deux étoiles, Eta Carinae A et Eta Carinae B. Il y a une troisième étoile à proximité qui interagit également avec la dynamique de cette étoile double. Logiquement, elle s'appelle Eta Carinae C. Formée de deux globes de gaz hypermassifs qui se dilatent à 20 millions de km/h, Eta Carinae est sans aucun doute l'une des étoiles les plus étranges que tu puisses voir. Rappelle-toi qu'elle se situe à 7500 années-lumière de nous. Si quelque chose lui arrivait au cours des 7500 dernières années, comme une hypernova, nous ne le saurions même pas, car aucun des rayonnements électromagnétiques d'Eta Carinae ne serait encore parvenu jusqu'à nous. Les astronomes surveillent de près Eta Carinae, car elle pourrait devenir une hypernova à tout moment, ou peut-être l'a-t-elle déjà fait il y a 5000 ans. Dans ce cas, nous n'aurions plus qu'à attendre 2500 ans pour le découvrir. Parmi une liste de plus de 30 étoiles susceptibles de devenir des supernovas, Rho Cassiopeiae est le choix de nombreux astronomes. Rho étant la 17e lettre de l'alphabet grec, cela signifie que Rho Cassiopeiae est l'étoile ayant la 17e magnitude la plus brillante de la constellation de Cassiopée. Pourtant, c'est l'une des 7 seules étoiles hypergéantes jaunes connues dans la Voie lactée. Encore un gros morceau. Pour être visible à une magnitude de 4,5 à environ 10 000 années-lumière, ce doit être une très grosse étoile, une hypergéante. Placée là où se trouve le Soleil, elle engloberait l'orbite de Mars. Mais elle est encore jaune. Si elle était rouge, cela indiquerait une température de surface plus froide. Donc, aussi énorme soit-elle, Rho Cassiopeiae est toujours aussi chaude que notre Soleil, voire un peu plus. Cela ne peut signifier que deux choses. 1. Au plus profond de son noyau, Rho Cass fusionne des atomes bien plus lourds que l'hydrogène ou l'hélium. Et 2. Elle produit beaucoup plus d'énergie qu'une étoile géante rouge. En 2000, Rho Cassiopeiae a fait une éruption massive. Elle s'est illuminée en éjectant 10 000 fois la masse de la Terre dans l'espace à 4 fois la vitesse du son. Les astronomes ont détecté la signature d'oxyde de titane dans cette éruption. Cela signifie que Rho Cassiopeiae est beaucoup plus proche qu'on ne pensait d'une supernova, voire d'une hypernova. Le fer se situe juste quelques échelons au-dessus du titane dans le tableau périodique des éléments. Quand le fer se forme, la fusion s'arrête et une étoile s'effondre. Rho Cassiopeiae en est donc proche, ou plutôt en était proche. Car l'éruption observée en l'an 2000 s'est réellement produite 10 000 ans auparavant. De nombreux astronomes pensent que Rho Cassiopeiae est déjà devenue une hypernova, a formé un trou noir et n'existe même plus. De son côté, Bételgeuse a attiré l'attention sur elle il n'y a pas si longtemps. Elle s'est considérablement affaiblie et n'est plus qu'à 37% de sa luminosité habituelle. Se prépare-t-elle à devenir une supernova ? Bételgeuse est de loin l'étoile la plus brillante de tout le ciel, en lumière infrarouge. Ce détail est important car il est lié au statut de Bételgeuse en tant que candidate à la supernova. Mais nous le verrons bientôt. Bételgeuse est également nommée Alpha Orionis, encore une désignation en lettres grecques. Nous devrions donc en conclure que Bételgeuse est l'étoile la plus brillante d'Orion, non ? Faux, c'est la deuxième étoile la plus brillante de sa constellation. C'est Rigel, ou Beta Orionis, l'étoile la plus brillante d'Orion. Ceci est dû au fait que Bételgeuse est classée comme une étoile variable semi-régulière. Son cycle de pulsation d'environ 400 jours modifie sa luminosité d'environ une magnitude complète, la faisant passer de bien plus brillante qu'une étoile de magnitude 1 à proche d'une étoile de magnitude 2. Mais on n'a jamais observé une diminution de luminosité de Bételgeuse aussi rapide et radicale que récemment. De fin 2019 à mi-2020, Bételgeuse a traversé une période d'atténuation substantielle lors d'une éjection de masse. Les astronomes du monde entier ont sauté sur l'occasion et au cours de leurs investigations, ils ont trouvé de nouvelles données surprenantes sur Bételgeuse. Premièrement, Bételgeuse n'est pas aussi éloignée que nous le pensions. Elle se trouve en fait à 548 années-lumière, soit 25% plus proche que la distance mesurée avant.
Deuxièmement, le diamètre de Bételgeuse a été réduit du même pourcentage. On sait donc qu'elle est 25% plus petite que ce que l'on croyait auparavant. La cause de cette atténuation spectaculaire a également été déterminée. Bételgeuse a éjecté un nuage de gaz contenant du magnésium qui a bloqué une grande partie de la lumière provenant de l'étoile, la faisant apparaître beaucoup moins brillante qu'elle ne l'était réellement. Le magnésium n'est même pas à mi-chemin du fer sur le tableau périodique, ce qui signifie que Bételgeuse n'est pas aussi proche de la supernova qu'on le croyait auparavant. Lorsque du fer commence à se former dans une étoile, cela signifie qu'elle est sur le point de mettre un terme à ses réactions de fusion. L'étape suivante est l'implosion, et nous n'en sommes pas encore là avec Bételgeuse. Cette étoile émet la majeure partie de son énergie sous forme de lumière infrarouge, ce qui indique que son noyau brûle encore probablement de l'hélium, et non quelque chose qui augmenterait considérablement sa chaleur, comme le carbone par exemple. Bételgeuse deviendra donc une supernova, mais pas avant 100 000 ans. On peut donc le rayer de notre liste des supernovas pour le moment. Quant à la manière de prononcer correctement Bételgeuse, tu peux le faire comme bon te semble. Tu peux même dire Bételgeuse si tu en as envie. La supernova 1987A a pris les astronomes par surprise lorsqu'elle a illuminé le grand nuage de Magellan, situé à plus de 100 000 années-lumière de la Voie lactée. C'est alors que l'attention s'est portée sur une étoile similaire, beaucoup plus proche de la Terre, Rigel de la constellation d'Orion. Pourrait-elle nous surprendre en devenant soudainement une supernova ? Il existe un phénomène appelé le problème des supernovas. Il semble que les étoiles faisant plus de 17 fois la masse du Soleil ne se transforment pas toujours en supernova. Récemment, une géante rouge a tout simplement disparu sans passer par la case supernova. Ce phénomène s'était souvent produit dans des simulations informatiques de supernova, mais il a fini par se produire dans la vie réelle. Rigel fait 21 fois la masse du Soleil, donc deviendra-t-elle une supernova ou disparaîtra-t-elle simplement dans le trou noir qu'elle créera en son cœur ? Les astronomes et les physiciens poursuivent leurs recherches pour en apprendre davantage sur la dynamique des étoiles massives en scrutant le ciel à la recherche de la prochaine supernova qui se produira dans la Voie lactée. En attendant, nous pouvons être sûrs que la Terre n'est pas menacée par les effets des explosions de supernovas proches. Nous vivons dans un quartier stellaire plutôt calme, sauf pour les Martiens qui vivent à côté de nous. Au Moyen-Âge, les châteaux étaient des endroits frisquets. Les pierres semblaient irradier le froid de l'hiver. C'est l'une des raisons pour lesquelles des tapisseries étaient accrochées au mur, afin d'aider à garder le froid dehors et la chaleur à l'intérieur. Mais on ne peut pas accrocher n'importe quoi sur les murs d'un château. La tapisserie doit être belle, héroïque, épique même. Les Grecs anciens accrochaient des tapisseries sur les murs de leurs châteaux célestes. De glorieuses tapisseries tissées d'étoiles. Les 48 constellations de l'hémisphère nord ont toutes été répertoriées et nommées par les Grecs. L'histoire d'Andromède figure sur l'une de ces tapisseries. Tissée de 7 constellations réparties sur l'ensemble du ciel d'automne, elle contient des observations astronomiques détaillées. Tout commence avec la constellation de Cassiopée, reine d'un des plus anciens royaumes d'Afrique, l'Éthiopie. Lorsque la constellation de Cassiopée est visible à l'horizon, elle ressemble à un escalier qui monte vers la Voie lactée. On pense souvent que les pyramides à degrés du monde entier ont été inspirées par ce motif étoilé. En tout cas, Cassiopée est une belle constellation. Ce qui tente à indiquer que la reine Cassiopée n'en était pas moins belle. Belle, mais tout aussi vaniteuse, ce qui est, comme souvent, le déclencheur de toute l'action dramatique. Dans le ciel nocturne, Cassiopée se trouve à l'opposé de la Grande Ourse par rapport à l'étoile polaire. Comme la Grande Ourse, Cassiopée se déplace dans le ciel autour de l'étoile polaire, ce qui en fait une constellation circumpolaire. La supernova Cassiopée A a été observée au sein de Cassiopée vers l'année 1680. Elle s'était produite environ 11 000 ans plus tôt. Le satellite à rayon X Chandra a récemment pris un cliché extraordinaire de ce reste de supernova, montrant les éléments soufre, calcium, silicium et fer au milieu des rayons X de haute intensité du nuage en expansion. L'époux de Cassiopée est aussi une constellation circumpolaire, mais une constellation mineure et peu lumineuse nommée Céphée. Il avait son propre royaume, la fusion de territoires par le biais d'un mariage semblant être une chose plutôt courante dans l'histoire. Céphée était un roi de Phénicie. On trouvait beaucoup de rois en Phénicie, à l'époque où ce n'était qu'un ensemble de cités-États éparpillés le long de la rive orientale de la Méditerranée.
Céphée se trouve dans la zone située entre Cassiopée et l'étoile polaire. La constellation de Céphée est importante pour les astronomes. C'est là que Henrietta Swan Leavitt a découvert des étoiles variables qui pulsent à intervalles réguliers. Le taux de pulsation de l'étoile indique sa luminosité réelle et permet de mesurer avec certitude son éloignement. La découverte des étoiles variables céphéides a été une percée majeure pour l'astronomie du début du XXe siècle. Céphée et Cassiopée ont eu une fille, Andromède, elle aussi d'une beauté remarquable et qui est, sans mauvais jeu de mots, la véritable star de l'histoire. Il semble qu'un jour, Cassiopée se soit vantée de sa beauté et de celle de sa fille Andromède. Nous sommes plus belles que toutes les autres femmes du monde entier. Une telle présentation de la part d'une reine aurait pu être excusée. Mais Cassiopée est allée plus loin et a dépassé les bornes. En fait, nous sommes plus belles que toutes les Néréides. Les Néréides étaient des nymphes de mer dans la mythologie grecque, filles de l'océan. Réputées pour leur beauté et leur bienveillance envers les marins, les Néréides, au nombre de 50, se sont offusquées de se voir ainsi réduites par une simple mortelle. Cassiopée devait être punie pour avoir bafoué l'ordre naturel. La vanité de Cassiopée lui a valu une punition contre l'ensemble de son royaume d'Éthiopie. Un monstre venu du fond des océans, la constellation de la baleine, également nommée Cétus, a commencé à dévaster les villages côtiers d'Éthiopie ainsi que les bateaux de pêche du pays. Cétus est une constellation de l'hémisphère sud céleste, la 4e plus grande en superficie de toutes les constellations. Cétus nage dans une partie sombre du ciel appelée l'océan. Seule sa tête s'élevant au-dessus de l'équateur céleste. Cette partie du ciel contient plusieurs constellations ayant pour thème l'eau, les poissons, le Verseau et l'Éridan, le fleuve. Plus de 50 exoplanètes ont été découvertes au sein de Cétus. Il y a fort à parier que le télescope spatial James Webb s'attachera à analyser le spectre atmosphérique de ces planètes à la recherche de signes de vie. Pendant ce temps, la reine Cassiopée et le roi Céphée doivent faire quelque chose au sujet du monstre qui dévaste les côtes de l'Éthiopie. Ils consultent un oracle et font une autre incartade par-delà des domaines de la raison et de la nature. Dis-nous, oracle, que pouvons-nous faire pour empêcher le monstre de ravager notre royaume ? Ce monstre n'est pas une affliction normale de la nature. Une offense a été commise contre les royaumes supérieurs. Et voici la punition. Le monstre ne peut être arrêté par aucun moyen normal. Seul un sacrifice humain de l'être le plus noble pourra apaiser la bête. Une erreur en entraîne une autre. La personne la plus noble du royaume, bien sûr, est la princesse Andromède. Suivant l'ordre de son père avec le consentement, voire même sur la suggestion de sa mère, Andromède est enchaînée à un rocher au large. Elle est le sacrifice humain qui, selon ses parents, sauvera le royaume. Mais attention, voici le fameux héros grec qui vient tout résoudre, arrêter le sacrifice humain et transformer Cétus en pierre, Persée. D'où arrive Persée ? Des îles Hébrides d'après la légende. Persée s'est rendue aux Hébrides à la poursuite de la gorgone Méduse. L'étendue géographique de cette tapisserie est immense. Des Hébrides à la mer Rouge. Les Hébrides sont un archipel d'îles principalement rocheuses au large de la côte ouest de l'Écosse. Il était impossible de naviguer plus loin. Les Hébrides étaient la fin absolue du monde à l'époque, mais Persée n'avait pas eu à naviguer jusqu'à elle. Il a volé sur une paire de sandales ailées. Quant à Méduse, c'était l'une des plus grandes méchantes de tous les temps. Un seul regard de Méduse était si terrifiant qu'il pétrifiait sa victime, ne laissant qu'une statue de pierre. Persée était en grand danger. Alors, qu'a fait notre héros ? Au lieu de regarder directement Méduse, Persée a détourné le principe scientifique de la réflexion. C'est ainsi qu'il a tué Méduse, en regardant son reflet dans son bouclier poli. Dans notre tapisserie du ciel, Persée est représenté tenant la tête coupée de Méduse. Dans le ciel nocturne, un œil de la tête de Méduse s'ouvre, se ferme et s'ouvre à nouveau. Les astronomes arabes ont nommé cette étoile Algol, la goule. Algol est une étoile binaire à éclipse. L'une des étoiles est brillante, l'autre pas tant que ça. Lorsque l'étoile la plus terne tourne autour de l'étoile brillante, elle passe devant cette dernière, l'éclipsant, et l'œil se ferme. Comme l'étoile la plus terne met 2 jours, 20 heures et 49 minutes à tourner autour de l'étoile brillante, l'œil dans la tête de Méduse s'ouvre tous les jours et demi environ.
La constellation de Persée se trouve immédiatement sous Cassiopée, et les observateurs du ciel regardent rapidement pour voir si Algol est éclipsé, c'est-à-dire si l'œil de Méduse est ouvert ou fermé. Persée est revenu des Hébrides, accompagné de Pégase, le cheval ailé. La partie centrale de Pégase est le Grand Carré, composé de 4 étoiles. Comme la Terre tourne autour du Soleil, le Grand Carré est en plein centre du ciel nocturne en automne. En été, c'est le triangle d'été, composé de Véga, Deneb et Altaïr, qui se trouve au centre du ciel nocturne. Au printemps, c'est le Lion, et en hiver, c'est Orion le chasseur. Ce sont les murs du château dans le ciel, et tous ont de merveilleuses tapisseries qui les représentent. La constellation d'Andromède partage une étoile nommée Alphératz avec Pégase. C'est l'un des coins du Grand Carré. Il semble donc qu'Andromède puisse chevaucher Pégase. Sa couronne, souviens-toi que c'est une princesse, flotte tout près. C'est M31, la galaxie d'Andromède. Pour voir M31, il faut traverser les coins du Grand Carré de l'étoile la plus basse à l'étoile la plus haute et aller un peu plus loin pour voir la galaxie d'Andromède. Assure-toi de la regarder du coin de l'œil. C'est ce qu'on appelle la vision détournée. Les coins de tes yeux sont plus sensibles à la lumière. Tu pourras donc voir l'énorme galaxie spirale, située à 2,5 millions d'années-lumière, comme une tache lumineuse 1,5 fois plus large que la pleine lune. Persée ne veut pas de sacrifice humain, de sorte qu'il s'interpose et sauve Andromède en exposant Cétus au regard de Méduse. Et c'est là que nous rencontrons la deuxième variable éclipsante de notre tapisserie du ciel, Mira, l'étoile du cœur de Cétus, le monstre des mers. Mira, d'où nous vient le mot miroir, si approprié dans une histoire de vanité, est une étoile binaire à éclipse. L'étoile la plus terne, en orbite autour de l'étoile brillante, est une naine blanche, trop diffuse pour être perçue à l'œil nu. On a l'impression que le cœur de Cétus s'éteint. Mira est éclipsée et disparaît. Ce cycle se répète tous les 332 jours. Notre fabuleuse tapisserie d'étoiles possède les 2 seules étoiles binaires à éclipse visibles à l'œil nu. La galaxie spirale la plus proche, ainsi qu'un héros qui n'aime pas les sacrifices humains et utilise les principes de l'optique pour vaincre des monstres mythologiques. Si tu avais un château, tu pourrais l'y accrocher. À quoi ressemblerait la Terre si elle avait vu le jour dans un autre système stellaire ? J'ai fait quelques recherches pour toi afin de le savoir. Et ce que j'ai découvert s'est révélé étonnamment positif. Des tropiques chauds, des vents forts et des libellules géantes. Mais bon, je vais tout expliquer depuis le début. Entre 1995 et aujourd'hui, la NASA a découvert plus de 4100 planètes situées en dehors du système solaire. Malheureusement, la plupart d'entre elles sont soit des boules de glace comme Neptune, soit des géantes gazeuses comme Jupiter. Mais il y a quand même pas moins de 161 planètes semblables à notre Terre. Et l'une d'entre elles est très proche de nous, dans la constellation du Centaure. Il y a 3 étoiles dans cette constellation. Les 2 premières s'appellent Alpha Centauri A et Alpha Centauri B. Si tu vis dans l'hémisphère sud, tu les as probablement vues. Elles sont très brillantes. À cause de cela, on dirait qu'il ne s'agit que d'une seule grosse étoile. Elles tournent l'une autour de l'autre très lentement. Et puis, il y a une 3e étoile, pas très loin d'elle. Une minuscule naine rouge, Proxima Centauri. Elle a reçu son nom en raison de sa proximité avec notre Soleil. Cette étoile est la plus intéressante, alors parlons-en davantage. Proxima Centauri se trouve à seulement 4,5 années-lumière de nous. Une année-lumière correspond à environ 9600 milliards de kilomètres. Ouais, si nous essayons de nous y rendre, notre voyage en navette spatiale nous prendrait un peu plus de 165 000 ans. Tu crois que c'est beaucoup ? À l'échelle de l'univers, c'est un peu comme si tu allais de ton canapé jusqu'à ton réfrigérateur. Proxima Centauri est beaucoup plus légère et beaucoup plus petite que le Soleil. Elle est aussi 2 fois plus froide que notre astre, avec une température de 3000 Kelvin. C'est pourquoi nous ne pouvons pas la voir sans télescope. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle brûlera pendant des milliers de milliards d'années. Et tu n'as pas à t'inquiéter, elle ne dévorera pas ses éventuels futurs voisins comme notre propre Soleil. Et oui, l'exoplanète que j'évoquais plus tôt est située juste à côté de Proxima Centauri. Cette planète s'appelle Proxima b. Oui, je sais. Les scientifiques se sont surpassés le jour où ils ont inventé tous ces noms. J'espère que tu ne t'en mêleras pas les pinceaux. Elle est légèrement plus grande et plus massive que notre Terre. Et elle est située dans la zone habitable de Proxima Centauri. Cela signifie qu'il peut y avoir de l'eau et même des micro-organismes là-bas.
Oui, il est possible qu'un jour nous y trouvions la vie. Mais pour l'instant, nous ne savons pas grand-chose de cette mystérieuse planète. C'est probablement une planète rocheuse, comme notre Terre, et elle doit donc avoir un paysage similaire. Mais ce n'est qu'une théorie. Qui sait quel genre de blingue l'univers est capable d'inventer ? Ce serait dommage de faire un voyage de 165 000 ans juste pour tomber sur un gros morceau de glace ou quelque chose du même genre. Heureusement, nous n'aurons probablement pas à attendre aussi longtemps. Nos plus grands savants sont en train de développer une technologie qui nous permettra de nous déplacer à une vitesse proche de celle de la lumière. S'ils réussissent, nous pourrons atteindre Proxima b en seulement 20 ans. Mais trêve de bavardage, cette vidéo ne porte pas sur Proxima b. Elle porte sur ce qui serait arrivé si la vie était apparue non pas dans notre système solaire, mais dans Alpha Centauri. Et si nous gravitions autour de Proxima Centauri, ou des deux autres étoiles ? Alors maintenant, imaginons que la Terre ait remplacé Proxima b. Je vais appeler cette nouvelle planète la Nouvelle Terre. On dirait que moi non plus je ne suis pas super doué pour les noms. Tout d'abord, parlons de l'orbite. Cette nouvelle Terre doit être environ 25 fois plus proche de son étoile que Proxima b ne l'est. Sinon, il va y faire un froid inimaginable. Déplaçons donc la planète un peu plus près. Parfait. Une journée dure toujours 24 heures. Mais notre période orbitale est très élevée. Proxima b tourne autour de son étoile en 11 jours. Mais nous y arriverons en seulement 8 jours. Tu pourras fêter ton anniversaire toutes les semaines. Super, mais attends, il y a un petit problème. Tu vois, Proxima Centauri est une étoile éruptive. Cela signifie que, parfois, sans prévenir, elle projette des vents stellaires. Ces vents transportent tout un tas de particules ionisées, qui se déposent ensuite sur les planètes. Oui, notre Soleil lui aussi fait ça. Mais Proxima Centauri nous bombarde avec une puissance 2000 fois supérieure. Les niveaux de radiation sont donc hors normes, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais ne t'inquiète pas, tout va bien. Tout ce dont nous avons besoin, ce sont de champs magnétiques incroyablement robustes. Ils nous permettront d'avoir une atmosphère très épaisse et de nous protéger des coups de colère de Proxima Centauri. Mais maintenant, il va faire très chaud. Ou pas. Encore un problème. Les scientifiques ne savent toujours pas exactement comment les planètes de Proxima Centauri gravitent autour d'elles. Et s'il s'avérait qu'elles sont en état de verrouillage gravitationnel comme notre Lune ? Alors, une moitié de notre nouvelle Terre serait une poêle à frire, et l'autre moitié serait constituée de déserts glacés. Allez, ce n'est pas grave, nous nous installerons simplement quelque part au milieu. Je n'imaginais pas que je dirais ça un jour, mais il fera certainement doux au pôle Nord. Et si nous avons un peu de chance avec la rotation de notre planète, nous jouirons d'un climat tempéré et douillet. La moyenne sera d'environ 21 degrés et il n'y aura pas de températures extrêmes. Sur cette nouvelle Terre, nous disposerons de beaucoup plus d'eau. La météo y sera généralement assez folle, des vents très forts et des pluies dévastatrices qui pourront durer assez longtemps. Mais on pourra s'adapter. Les changements de température sont beaucoup plus perceptibles dans les montagnes. Tout comme sur Terre, plus tu montes, plus il fera froid. Sauf qu'il fera très froid ici, au sommet. Pour cette raison, il y aura des jungles au bas des montagnes et des collines et des déserts enneigés sur les sommets. Mais en général, ce sera presque comme sous les tropiques terriens. La flore y sera abondante. Les arbres seront peu élevés mais luxuriants. Notre atmosphère épaisse facilitera aussi le vol. Il y aura donc beaucoup de grands animaux volants. Par exemple, des libellules avec une envergure de 5 mètres. Passons à autre chose. Le ciel y sera beaucoup plus clair que sur Terre et très nuageux. Parfois, il aura l'air complètement blanc. Mais le ciel étoilé y sera magnifique et lumineux. Imagine, 4 soleils. Le principal, ce sera Proxima Centauri. Nous pourrons également voir les étoiles Alpha Centauri A et B, qui seront très brillantes. Et enfin, notre bon vieux Soleil, une superbe étoile lointaine. Allez, je t'autorise à verser une larme pour notre vieille Terre. Il y aura quelques planètes près de nous, comme Proxima Centauri C. L'étoile haute est entourée de 2 ceintures de poussière cosmique. Tu auras donc droit à de splendides panoramas nocturnes. Au final, nous aurons donc une planète un peu folle, mais magnifique et verdoyante. Personnellement, j'accepterais d'y emménager dès le mois prochain. Et toi, qu'en dis-tu ? Partage ton avis dans les commentaires. Très bien, maintenant nous savons ce qui serait arrivé si notre Terre avait vu le jour près de Proxima Centauri. Mais si elle était apparue autour des 2 autres étoiles ? Malheureusement, il nous serait impossible de tourner autour de 2 étoiles en même temps. Les scientifiques pensent qu'il y a une planète qui saute d'une orbite à l'autre entre Alpha Centauri A et B.
mais elle est probablement très froide. Choisissons donc Alpha Centauri A. Tout comme sur la nouvelle Terre, les températures moyennes y seraient d'environ 21 degrés. Mais les variations de température seraient assez importantes. Elles passeraient de moins 73 degrés au pôle sud à 45 degrés à l'équateur. Près du nord, il ferait donc plutôt bon vivre. Une journée durerait toujours 24 heures et la période orbitale serait d'1 an et 1 mois. Ce serait plus ou moins pareil près d'Alpha Centauri B, mais la période orbitale y serait d'environ 6 mois. Les autres conditions y seraient très similaires à celles de la Terre. Les changements de saison ne seraient presque pas perceptibles. Les températures ne changeraient pas beaucoup non plus. Où que nous nous installions, l'étoile voisine serait bien visible, mais nous ne verrions probablement pas Proxima Centauri. Et c'est à peu près tout. Bien sûr, tout cela suppose des conditions parfaites. Tout comme sur Terre, le moindre changement, qu'il s'agisse d'une atmosphère trop ténue ou d'une plus grande distance par rapport à l'étoile, et tout tombe à l'eau. Nous avons donc eu énormément de chance avec notre Terre. Mais les possibilités de découvrir une planète habitable sont très élevées. Au minimum, il y a 15 millions de planètes dans notre univers où nous pourrions trouver de la vie. En 2017, des astronomes ont repéré une étoile brillante qui se précipitait hors de la Voie lactée. Elle se déplaçait incroyablement vite, à une vitesse de 3 millions de km/h. C'est presque 4 fois plus rapide que l'orbite du Soleil autour du centre de notre galaxie, la Voie lactée. Il faut à notre étoile plus de 225 millions d'années pour effectuer un tour complet. Bref, revenons à notre étoile voyageuse. Le principal problème était qu'elle se déplaçait dans la direction inverse de la plupart des étoiles voyageant autour du centre de notre galaxie. Encore plus étrange, elle était composée de matériaux totalement différents de ceux que l'on rencontre d'habitude. Les astronomes ont réussi à identifier sa composition. L'étoile était faite d'atomes lourds et métalliques, tandis que la plupart des autres étoiles sont composées d'éléments beaucoup plus légers. L'étoile vagabonde a reçu le nom de LP 40-365. Elle se déplaçait si vite qu'elle est littéralement sortie de notre galaxie. Cela a conduit les scientifiques à penser que notre voyageuse spatiale avait été projetée hors de sa position par une sorte de catastrophe cosmique comme une supernova. Une supernova est la plus grande explosion qui puisse se produire dans l'espace, l'explosion d'une étoile. Elle se produit après le début de changements irréversibles dans le noyau de l'étoile. Les supernovas peuvent se produire de deux façons, dans les systèmes d'étoiles binaires ou bien lorsqu'il y a une seule étoile. Les étoiles binaires sont deux étoiles qui orbitent autour du même centre. À un moment donné, l'une des étoiles, une naine blanche très dense, commence à dérober de la matière à sa partenaire. Après un certain temps, cette voleuse accumule trop de matière, ce qui la fait exploser en supernova. Il peut aussi s'agir d'une étoile unique qui arrive à la fin de sa vie et épuise son carburant. De plus en plus de masse s'écoule dans le noyau de l'étoile. À la fin, le noyau devient si lourd qu'il ne résiste plus à sa propre gravité. Après l'effondrement du noyau, une énorme quantité d'énergie est libérée dans une supernova. Mais les astronomes n'arrivent toujours pas à comprendre comment une supernova a pu propulser LP 40-635. Il y a plus de questions que de réponses. S'agissait-il d'une étoile binaire qui a été projetée par l'onde de choc créée par une supernova? Ou était-ce un morceau de l'étoile qui a explosé? Une nouvelle étude, basée sur les données recueillies, a montré que l'étoile, qui est une naine blanche, continue de tourner lentement autour de son axe. Les astronomes sont presque sûrs que cela signifie que LP 40-365 n'est en fait qu'un morceau de débris spatial, et non une étoile à part entière. Ce morceau errant a en quelque sorte réussi à survivre à l'un des événements spatiaux les plus violents qui soient. Mais après avoir tiré une telle conclusion, les scientifiques ont réalisé quelque chose d'étonnant. Les caractéristiques inhabituelles de LP 40-365 auraient pu apparaître après que l'étoile ait été témoin d'une supernova. Même si cet événement s'est produit à la vitesse de l'éclair, la composition entière de l'étoile a été modifiée. La plupart des étoiles se composent principalement d'hélium et d'hydrogène, mais LP 40-365 est différente. Elle contient des éléments lourds comme le magnésium, l'oxygène et le néon. C'est sans doute la supernova qui a ajouté ces atomes à la composition de l'étoile. Au fait, les astronomes considèrent tous les éléments plus lourds que l'hélium comme des métaux. Cela signifie qu'après avoir été témoin de la supernova, LP 40-365 est devenu, pour ainsi dire, métallique. Pour l'instant, l'étoile n'a pas ses propres planètes.
Mais le Satellite Transiting Exoplanet Survey de la NASA, qui est à l'affût des planètes lointaines qui passent devant leur étoile haute et la rendent moins brillante, a remarqué une chose curieuse. LP 40365 s'illumine puis s'assombrit à nouveau tous les 8,9 heures. Cela pourrait signifier que l'étoile pulse, même si les pulsations stellaires sont généralement beaucoup moins régulières. Une explication plus plausible est que la surface de l'étoile est irrégulière, et comme elle tourne, les taches solaires apparaissent et disparaissent de notre vue. Et c'est une excellente nouvelle, car une fois que les astronomes auront déterminé la vitesse de rotation de l'étoile, ils pourront comprendre ce qui lui est arrivé il y a environ 5 millions d'années, au moment de la supernova. L'exoplanète bleu vif HD 189733b semble paisible et étrangement familière. Ne ressemble-t-elle pas à la Terre ? Mais cette apparence cache une nature terrifiante. Là-bas, les vents soufflent à 8700 km/h, soit 7 fois la vitesse du son. Mais ce n'est pas le pire. Dans ce monde brûlant, il pleut du verre de façon latérale. Les étoiles à neutrons sont les noyaux effondrés ultra denses d'étoiles géantes. Elles émettent des rayons X ou des ondes radio. Mais en 2018, des astronomes ont découvert un étrange flux de lumière infrarouge. Il semblait provenir d'une étoile à neutrons située à 800 années-lumière de notre planète. La théorie la plus plausible est que ce signal a été produit par un disque de poussière entourant l'étoile, mais il n'y a pas assez de preuves pour confirmer cette hypothèse. Mercure est la planète la plus rapide du système solaire. Elle tourne autour du Soleil à une vitesse vertigineuse de plus de 160 000 km/h, soit environ 60 000 km/h de plus que notre planète. C'est l'une des raisons pour lesquelles une année de Mercure équivaut à 88 jours sur Terre. Mercure est la planète dont l'orbite est la plus proche du Soleil. C'est pourquoi, si tu te tenais à sa surface lorsqu'elle se trouve au plus proche de notre étoile, le Soleil semblerait plus de 3 fois plus grand que sur Terre. Le pulsar de la Veuve Noire est une étoile à neutrons en rotation qui dévore sa partenaire, une étoile naine brune légère. Plus le pulsar consomme de matière, plus il tourne lentement. L'énergie que l'étoile à neutrons perd dans le processus force l'étoile partenaire à s'étioler. Il y a une sorte de pouponnière stellaire dans la constellation du Centaure, mais elle est tout sauf paisible et sûre. Elle est composée d'hydrogène et d'étoiles naissantes et se trouve dans une nébuleuse à environ 6500 années-lumière de la Terre. Une nébuleuse est un nuage géant de gaz et de poussière flottant dans l'espace. L'énergie intense que les bébés étoiles émettent fait briller les nuages d'hydrogène d'un rouge inquiétant. Cette énergie est si puissante qu'elle ronge ces nuages sombres de poussière. Les astronomes peuvent les voir disparaître comme des morceaux de beurre sur une poêle chaude. L'exoplanète lointaine Gliese 436b, qui fait à peu près la taille de Neptune, est un paradoxe. Elle est faite de glace brûlante. Oui, la glace est en train de brûler. La planète effectue une orbite complète autour de la naine rouge Gliese 436 en seulement 2 jours. Cela signifie que l'exoplanète voyage très près de son étoile mère. Cela pourrait être la raison pour laquelle les températures de la planète descendent rarement en dessous de 427 degrés Celsius. Mais la chose la plus étrange, la planète abrite d'énormes volumes de glace d'eau connus sous le nom de glace X. Et cette glace reste solide malgré des températures aussi incroyablement élevées. Jupiter est la plus grande planète de notre système solaire. Elle est 318 fois plus massive que la Terre. Elle est aussi 2,5 fois plus massive que toutes les autres planètes du système solaire réunies. Mais voici un paradoxe. Si cette géante gazeuse devenait encore plus massive, elle deviendrait en fait plus petite. La masse supplémentaire rendrait la planète plus dense, et cela ferait en sorte qu'elle commencerait à se replier sur elle-même. Les astronomes affirment que Jupiter pourrait finir par être 4 fois plus massive qu'elle ne l'est actuellement. Mais en même temps, sa taille ne changerait pas. La galaxie DGSAT I est aussi grande que la Voie lactée, mais elle est presque invisible car ses étoiles sont réparties de façon incroyablement clairsemée. Mais ce qui rend cette galaxie si unique, c'est qu'elle est toute seule, contrairement aux autres galaxies de ce type qui se trouvent généralement regroupées en amas. Cela peut signifier que DGSAT I s'est formé à une époque différente, probablement 1 milliard d'années à peine après le Big Bang. Si cela est vérifié, la galaxie est un véritable fossile vivant. Hyperion, la lune de Neptune, est l'une des lunes à l'apparence la plus étrange du système solaire. Mais ce n'est même pas sa caractéristique la plus notable. Sa roche, ressemblant à de la pierre ponce, est marquée d'innombrables cratères. Et elle est aussi chargée d'électricité statique qui s'écoule dans l'espace. À environ 4000 années-lumière de la Terre, se trouve une planète qui semble être un énorme diamant. La planète est plus dense que toutes les autres découvertes jusqu'à présent et se compose principalement de carbone.
Elle est si dense que les astronomes pensent que ce carbone pourrait être cristallin. Cela signifie qu'au moins une partie de la planète est un diamant. Cérès est le corps spatial le plus massif de la ceinture d'astéroïdes située entre Jupiter et Mars. Il totalise presque un tiers de la masse totale de toute la ceinture. Mais en même temps, Cérès est la plus petite des planètes naines qui existent. C'est aussi la seule planète naine de la ceinture d'astéroïdes et également la seule qui se trouve dans le système solaire interne. Les astronomes qualifient parfois Jupiter d'étoile ratée. La géante gazeuse contient en effet beaucoup d'hélium et d'hydrogène, mais sa masse n'est pas suffisante pour lancer une réaction de fusion dans son noyau. Or, c'est exactement comme cela que les étoiles produisent de l'énergie. Elles fusionnent les atomes d'hydrogène sous une pression et une chaleur extrêmes et créent de l'hélium. Au cours de ce processus, elles libèrent aussi de la lumière et de la chaleur. Jupiter ne pourrait déclencher une réaction nucléaire et devenir une étoile que si sa masse était 70 fois supérieure à sa masse actuelle. L'espace est totalement et tristement silencieux. C'est parce que dans le vide de l'espace, il n'y a pas d'atmosphère. Or, les ondes sonores ont besoin d'un support pour voyager. C'est pourquoi les mondes avec une atmosphère, comme la Terre, sont pleins de bruit. Contrairement à leurs cousins supermassifs, les hypothétiques mini-trous noirs pourraient être vraiment minuscules, pas plus gros que des atomes. Mais même comme ça, un seul d'entre eux pourrait avoir la masse d'1 millier de voitures. Une théorie prétend que des tonnes de micro-trous noirs pourraient avoir été créés juste après le Big Bang. Certains scientifiques vont même jusqu'à dire que quelques mini-trous noirs traversent notre planète chaque jour. Chaque heure, le Soleil envoie plus d'énergie à la Terre que notre planète n'en utilise en un an. Mais même si les gens utilisent aujourd'hui beaucoup plus d'énergie solaire qu'il y a 10 ans, cela ne représente toujours que 0,7% de la consommation annuelle d'électricité dans le monde. Il pourrait y avoir des lunes en orbite autour d'autres lunes, mais les astronomes ne se sont pas encore mis d'accord sur cette théorie. Les planètes orbitent autour des étoiles, les lunes orbitent autour des planètes. Mais pourquoi ne peut-il y avoir des lunes de lunes, aussi appelées sous-satellites ou sous-lunes ? Des chercheurs affirment que les lunes de lune pourraient exister, mais la lune haute doit être suffisamment massive et la lune de lune suffisamment petite. Il doit aussi y avoir une grande distance entre ces lunes et la planète haute. Jupiter est la planète la plus massive du système solaire. Cela signifie que sa gravité est aussi la plus élevée. Elle est 2,5 fois plus importante que celle que nous avons sur notre planète. Un jour, la gravité de la géante gazeuse a même détruit une grande comète appelée Shoemaker-Levy 9. Puis, la planète a goulûment avalé les débris de l'ancienne comète. Si tu te tenais sur l'équateur de Mars, la température à tes pieds serait comme celle d'une chaude journée de printemps, mais ta tête serait littéralement gelée. Perdues dans l'espace et dérivant à travers les galaxies, les planètes vagabondes ont un jour été projetées loin de leurs étoiles mères. Mais l'une d'entre elles, qui flotte à 200 années-lumière de la Terre, est différente des autres. C'est un objet de la taille d'une planète, avec un champ magnétique 200 fois plus puissant que celui de Jupiter. Ce champ est si puissant qu'il génère des aurores clignotantes incessantes dans l'espace de celle-ci. Europe est l'une des plus grandes lunes de Jupiter, même si elle est plus petite que la lune de la Terre. Mais ce qui est étonnant avec ce satellite de la géante gazeuse, c'est qu'il est recouvert de glace. Et une partie de cette glace est lisse, ce qui signifie que tu pourrais y patiner. Et un triple axel d'1 mètre que tu peux effectuer sur notre planète te propulserait à 7 mètres dans les airs. En même temps, la vitesse d'atterrissage sur Europe serait la même que sur la Terre. Haumea, une planète naine en orbite dans la ceinture de Kuiper, a une forme allongée plutôt bizarre, ainsi que 2 lunes. La journée sur cette planète dure 4 heures, ce qui en fait le corps céleste de grande taille qui tourne le plus vite dans le système solaire. Mais la chose la plus mystérieuse à propos d'Haumea est que la planète est entourée d'un mince anneau de 64 km de large. Les astronomes n'ont pas réussi à comprendre comment ou pourquoi il est apparu autour de la planète naine. 11 terres pourraient tenir sur l'équateur de Jupiter, et si notre planète avait la taille d'un raisin, la géante gazeuse serait aussi grande qu'un ballon de basket. 9 vaisseaux spatiaux ont déjà visité Jupiter. 7 d'entre eux ont simplement survolé la planète et 2 se sont mis en orbite autour de l'énorme planète. Le plus récent d'entre eux, Juno, est arrivé au-dessus de Jupiter en 2016. Les cratères du pôle sud de la Lune sont probablement la zone la plus glaciale de tout le système solaire. Le sol des cratères est toujours dans l'ombre. C'est pourquoi la température n'y dépasse jamais moins 238 degrés Celsius, même pendant la journée. Si tu décidais de prendre un avion pour te rendre sur Pluton, ton voyage durerait environ 800 ans. Tu trouveras la plus haute montagne du système solaire sur un astéroïde appelé Vesta. Son sommet s'élève à 22,5 km de la base de la montagne.
Cela rend Rhea Silvia, c'est ainsi que s'appelle la montagne, presque 3 fois plus haute que l'Everest. Les anneaux de Saturne n'ont pas été découverts en une seule fois, cela s'est fait progressivement. C'est pourquoi ils ont été nommés par ordre alphabétique dans l'ordre où les scientifiques les ont trouvés. Ils se nomment donc D, C, B, A, F, G et E. Une journée sur Vénus dure environ 243 jours terrestres, mais la mauvaise nouvelle est que tu devras attendre le week-end pendant 3 ans. Tout cela parce qu'un jour sur Vénus est plus long qu'une année. Un phénomène solaire appelé événement terminateur a eu lieu à l'équateur du Soleil. Des collisions désastreuses de champs magnétiques semblent provoquer de gigantesques tsunamis jumeaux de plasma. Ces tsunamis déchirent la surface de l'étoile, se déplaçant à une vitesse de 300 mètres par seconde. Ils peuvent durer des semaines d'affilée et se produisent presque toutes les décennies. Les vents sur Neptune sont les plus rapides de notre système solaire. La plupart d'entre eux peuvent atteindre une vitesse de 2600 km/h. Presque n'importe laquelle de ces énormes tempêtes pourrait facilement avaler notre planète entière. La 18e étoile la plus brillante du ciel nocturne, Fomalhaut O, offre un spectacle terrifiant. Elle est surnommée l'œil de Sauron, car un anneau de poussière et de débris qui l'entoure lui donne l'apparence d'un œil géant qui sonde les profondeurs de ton âme. L'étoile intimidante a plus de 2 fois la masse de notre Soleil et se trouve à 25 années-lumière de la Terre, ce qui n'est pas si loin si l'on considère les distances dans l'espace. Mars a 2 lunes, Phobos et Deimos. Dans les 30 à 50 millions d'années à venir, les forces gravitationnelles de la planète vont détruire Phobos. Cela entraînera probablement la formation d'un anneau autour de Mars. Chaque année, un astéroïde de la taille d'une voiture entre dans l'atmosphère de notre planète. Un tel intrus pourrait rayer une petite ville de la surface de la Terre. La poussière et la fumée s'élèveraient dans l'atmosphère, empêchant la lumière du Soleil d'atteindre la surface de la planète. Cela ferait chuter les températures dans le monde entier et le climat changerait radicalement. Heureusement, de tels astéroïdes brûlent dans l'atmosphère avant même de s'approcher de la surface. Le signal radio produit par un vaisseau spatial lorsqu'il entre en contact avec la Terre est moins puissant qu'une ampoule électrique dans ton réfrigérateur. Lorsque ce signal atteint notre planète, sa puissance n'est plus que d'un milliardième de watt. Pas étonnant que les antennes qui recueillent ces signaux super faibles soient énormes. Le Deep Space Network, qui détecte les signaux des vaisseaux spatiaux, a des antennes paraboliques qui mesurent jusqu'à 70 mètres de large, soit plus que la largeur d'un terrain de foot. En 1999, la NASA a perdu un orbiteur de Mars parce qu'une équipe d'ingénieurs utilisait le système métrique, tandis qu'une autre faisait des calculs à l'aide du système impérial. Les nébuleuses sont de gigantesques nuages de gaz et de poussière. Avec le temps, la gravité commence à tirer ces amas de poussière et de gaz ensemble. Ils deviennent de plus en plus grands et leur gravité augmente. Un jour, la masse d'une nébuleuse devient si importante qu'elle s'effondre sous sa propre gravité et forme une nouvelle étoile. À environ 4000 années-lumière, dans la constellation du Scorpion, se trouve la nébuleuse du Papillon. Son envergure est supérieure à 3 années-lumière, et la structure à l'intérieur de la nébuleuse est l'une des plus compliquées jamais observées. L'étoile centrale de la nébuleuse, une naine blanche, est chauffée à une température folle de 250 000 degrés Celsius. Cela signifie qu'elle a été formée à partir d'une autre étoile énorme, probablement plus de 5 fois la taille de notre Soleil. La naine blanche est entourée d'un épais disque de poussière et de gaz à l'équateur. C'est probablement ce qui fait que toute la structure ressemble à un sablier ou à un papillon. Si tu décidais de regrouper tous les astéroïdes connus du système solaire, leur masse totale ne dépasserait même pas 10% de la masse de notre Lune. Un nuage de vapeur d'eau flotte dans l'espace. Il entoure un trou noir supermassif à 12 milliards d'années-lumière de la Terre. Le nuage contient 140 000 milliards de fois le volume total d'eau sur notre planète. Les astronomes pensent que ce nuage d'eau est apparu seulement 1,6 milliard d'années plus tard que l'univers lui-même. Les objets les plus denses de l'espace sont les étoiles à neutrons. Elles ont la taille d'une petite ville et pourtant leur masse est environ 1,4 fois celle de notre Soleil. Une seule cuillère à café de matériaux d'étoiles à neutrons pèserait 1 milliard de tonnes. Et la gravité d'une étoile à neutrons est 2 milliards de fois plus forte que la gravité de notre planète. En 1993, la sonde Galileo est passée devant un astéroïde miniature. Il ne faisait pas plus de 32 km de diamètre. Et pourtant, cette petite chose avait une lune de 1,5 km de large. Depuis, les astronomes ont découvert des tonnes de lunes en orbite autour de planètes mineures dans le système solaire. Nous vivons techniquement à l'intérieur du Soleil. L'atmosphère de l'étoile s'étend bien au-delà de sa surface visible. Et notre planète se trouve à sa portée.
C'est ainsi que les rafales du vent solaire créent des phénomènes aussi époustouflants que les aurores boréales et australes. Arcturus, une énorme étoile rouge. Elle est en train d'exploser de l'intérieur. La mer rouge de plasma à sa surface pulse rageusement. Cette étoile brûle tout ce qui s'approche d'elle, et tout d'un coup, pouf, Arcturus a disparu. Mais au même moment, elle réapparaît au centre de notre système solaire, remplaçant le Soleil. Ce que nous voyons dans le ciel n'est plus un petit point jaune, mais une boule rouge géante. Elle est 25 fois plus large et 30% plus lourde que le Soleil. Même si Arcturus est un peu plus froide, c'est toujours un cauchemar total pour la Terre. La distance entre notre planète et l'étoile est maintenant 25 fois moins grande. Toute l'eau des océans et des rivières commence à s'évaporer. Ce qui était autrefois des forêts tropicales se transforme rapidement en un désert sans vie. Néanmoins, les couchers et les levées de soleil sont maintenant incroyables. Imagine-toi sur le toit de l'Empire State Building en train de regarder le lever de soleil. D'abord, tu vois la lumière au-dessus de l'horizon. Elle t'aveugle presque, car Arcturus est 110 fois plus brillante que le soleil. Puis l'étoile grimpe progressivement au-dessus de la surface. Le point épais sur l'horizon devient de plus en plus large. Il continue de grandir jusqu'à ce que l'étoile rouge occupe tout son champ de vision. Arcturus est maintenant si proche que tu peux même voir des tempêtes de plasma chaud à sa surface. Il y a des éruptions régulières et des éjections de masse. D'énormes quantités de matière sont éjectées de la surface de l'étoile à des vitesses pouvant atteindre 2000 km par seconde. La matière prend la forme d'une boucle attachée à l'étoile aux deux extrémités. Il faut porter une combinaison spatiale très sophistiquée pour pouvoir observer un tel lever de soleil. La vie sur Terre a cessé d'exister il y a longtemps dans ces conditions. Et cela va empirer avec le temps. Car tous les 8 jours, la brillance d'Arcturus augmente. Bientôt, notre planète ressemblera davantage à Vénus. Cette dernière est si proche du Soleil que la température élevée y rend toute vie impossible. Bon, laissons notre planète refroidir un peu et mettons maintenant Proxima Centauri au centre de notre système solaire. Ce n'est pas une géante rouge mais une naine rouge. Cette étoile est presque 7 fois plus petite que le Soleil et presque 9 fois plus légère. Maintenant, nos océans et nos rivières ne s'évaporent pas mais gèlent. Les forêts et les jungles sont couvertes de neige. Dans environ une semaine, il n'y aura plus un seul endroit sur Terre où la température sera supérieure à 0. Même les plantes qui sont habituées au froid cesseront d'exister. Elles se nourrissent principalement de l'énergie du soleil. Maintenant, elles commenceront à mourir de faim. Mais il y aura toujours de l'eau en profondeur sous la couche de glace. Elle sera chauffée par le noyau chaud de notre planète. Les micro-organismes pourront y survivre. Il fait désormais beaucoup plus sombre sur Terre, comme un crépuscule sans fin. Oh, et nous pouvons à peine voir la Lune. Il se trouve qu'elle ne produit pas sa propre lumière, mais reflète celle du Soleil. Avec Proxima Centauri à la place, la Lune va perdre sa luminosité. Mais un problème encore plus important est celui de notre orbite. Le Soleil a une certaine force gravitationnelle qui nous maintient juste dans la zone habitable agréable où il ne fait ni trop chaud ni trop froid. La gravité de Proxima Centauri est beaucoup plus faible. Et la Terre s'éloigne donc lentement de l'étoile. Nous courons maintenant le risque de rencontrer des astéroïdes volants dans l'espace ou même aussi d'autres planètes. Mais le pire scénario est que Proxima Centauri ne soit tout simplement pas capable de retenir notre planète et que nous dérivions lentement vers le vide intersidéral. Tu peux alors oublier toute forme de vie ici. Mettons maintenant Sirius au centre de notre système solaire. C'est l'étoile la plus brillante de notre ciel nocturne. Elle n'est que 70% plus grosse que le Soleil, mais presque 2 fois plus chaude. Sa lueur n'est donc pas seulement brillante, elle grésille. Et sa lumière n'est pas jaune, mais quelque part entre le bleu et le blanc. Tu ne pourrais pas sortir sans lunettes de soleil. De toute façon, tu ne voudrais pas marcher dans les rues où l'asphalte est en train de fondre. Tu pourrais littéralement faire frire des œufs sur le trottoir. Même si bien sûr à ce moment-là, toute vie sur Terre a disparu depuis longtemps. Mais ce n'est pas seulement à cause de la température. Sirius émet d'énormes quantités de radiation. Notre atmosphère sert de bouclier contre le Soleil. Mais dans le cas de Sirius, ce bouclier ne serait pas suffisant. Bon, maintenant, pourquoi ne pas imaginer une hypothèse encore plus loufoque et nous fabriquer un système à double étoile? Il s'agit de 2 étoiles qui tournent autour d'un centre commun. Et voilà notre Terre, saine et sauve. Tout dépend de la taille et de la luminosité des étoiles.
Ces deux-là ne sont pas trop grosses et elles émettent autant de lumière que notre Soleil. Tout ce qui compte pour nous, c'est que notre planète se trouve dans la zone de sécurité du système à double étoile. Au lever du Soleil, tu vois d'abord une étoile apparaître sous l'horizon. Puis quelques minutes plus tard, l'autre. Le seul problème est que cette beauté pourrait bientôt exploser avec une force énorme. Dans les systèmes binaires, l'une des étoiles est toujours plus lourde que sa partenaire. Tôt ou tard, elle commence à arracher de la matière à la plus petite étoile. Et petit à petit, la plus grosse étoile mange sa voisine. Ensuite, la grande sœur peut atteindre une masse critique et exploser. Cette explosion serait aussi forte qu'une supernova. Elle détruirait l'ensemble de notre système solaire. La lumière de cette explosion serait visible à des centaines d'années-lumière. Après cela, il y aurait une énorme nébuleuse à la place de notre système stellaire, composée de la poussière d'étoiles et des particules qui restent de notre monde. Faisons maintenant une hypothèse complètement folle. Un trou noir au centre de notre système solaire. Nous connaissons les trous noirs comme des objets effrayants et mystérieux qui avalent tout ce qui les entoure. Mais même autour d'un trou noir, il y a une zone habitable. Il suffit d'être assez loin pour qu'il ne t'entraîne pas dans ton abîme noir. Mercure et Vénus seront trop proches du trou noir. Alors très probablement, elles seront réduites en morceaux qui se dirigeront ensuite vers l'horizon des événements. C'est le dernier arrêt avant d'atteindre la singularité, le cœur du trou noir. Il a deux problèmes majeurs, la lumière et le temps. Le trou noir attire la lumière au lieu d'en émettre. La Terre deviendra donc rapidement sombre et froide. Et le temps passe plus lentement autour des objets lourds. Près d'un trou noir, une seconde peut être égale à des semaines ou même des mois dans l'espace. Nous ne sentirons pas cette différence, mais l'univers entier autour de nous se développera plus rapidement par rapport à nous. Tout objet peut devenir un trou noir s'il est comprimé à une certaine taille. Par exemple, le Soleil peut en devenir un s'il est réduit à une largeur de 6 km. La Terre aussi. Si tu la comprimes à une largeur de 1,8 cm, elle devient un trou noir. Il y a maintenant un petit rocher qui se cache au centre de notre système solaire. C'est une étoile à neutrons. Elle fait environ 30 km de large. Certaines météorites sont bien plus grosses que ça, mais elle a une masse comparable à celle du Soleil. Sa force gravitationnelle est donc à peu près la même et l'orbite de notre planète est intacte. Mais le problème est que les étoiles à neutrons n'émettent pratiquement aucune lumière visible. C'est donc la nuit permanente sur Terre. Pourtant, il fait très chaud ici. Lorsqu'une étoile à neutrons naît, elle peut être d'abord plusieurs fois plus chaude que le Soleil, mais elle se refroidit rapidement pour atteindre la température à laquelle nous sommes habitués. Il y a donc une chance que toute la vie sur Terre n'ait pas encore été brûlée. Un autre problème est qu'elle tourne rapidement et peut devenir un pulsar. Un peu comme un puissant projecteur sur les deux côtés d'une étoile en rotation. Les étoiles à neutrons éjectent aussi des rayons à des vitesses énormes. Ces rayons rendront notre planète littéralement stérile. Aucune forme de vie ne serait capable d'exister dans ces conditions. Et maintenant, c'est l'heure de la plus grande étoile connue, Stephenson 2-18. Cette géante rouge est 2150 fois plus grande que le Soleil. Et si nous la plaçons au centre de notre système solaire, son bord se trouvera sur l'orbite de Saturne. Mercure, Vénus, la Terre, Mars et Jupiter sont donc déjà avalés par l'énorme étoile. Saturne, Uranus et Neptune sont en train de griller comme des châtaignes sur le feu et vont bientôt s'évaporer. En fait, cela pourrait aussi arriver à notre Soleil. Plus il vieillit, plus il devient rouge et gros. Il finira par être à court de combustible, l'hydrogène, et il commencera à brûler des éléments plus lourds dans son noyau. Cela conduira à sa dilatation. Nous verrons alors de plus beaux couchers et levées de soleil. Mais la température deviendra trop élevée. En théorie, le Soleil deviendra si gros qu'il avalera la Terre. Et ensuite, il explosera en supernova, ne laissant rien de notre système solaire derrière lui. Brillant. Pour assister à l'un des événements astronomiques les plus importants de tous les temps, il faut se rendre en Amérique du Sud. Dans le désert d'Atacama au Chili se trouve la technologie la plus avancée pour l'observation spatiale. Là, les membres de la communauté royale d'astronomie ont observé pendant 6 mois un trou noir qui a tout simplement absorbé une étoile massive. D'ailleurs, ce sont ces mêmes scientifiques qui ont prouvé qu'au centre de notre galaxie, la Voie lactée, se trouve un trou noir supermassif. Et ils en ont même pris une photo.
Pour la première fois de l'histoire, cet événement incroyable s'est produit très près de la Terre. Il faut dire que la distance de 215 millions d'années-lumière est considérée comme assez proche en termes d'astronomie. La lumière produite par cet événement a atteint notre planète en septembre 2019 et même les scientifiques les plus expérimentés ont été ébahis. Imagine une étoile de la taille de notre Soleil, d'environ 1 390 000 km de large. De telles étoiles ont une masse suffisante pour créer un champ gravitationnel puissant, maintenant de nombreuses planètes dans leur orbite. Et maintenant, plaçons un trou noir géant à côté. Le trou est absolument noir, en forme de disque, et pèse 1 milliard de fois plus que cette étoile. La force de son champ gravitationnel est incroyable. Rien ne peut quitter sa force gravitationnelle. Même les objets qui peuvent se déplacer à la vitesse de la lumière tomberont dans ce noir abîme. La lumière elle-même ne peut pas échapper à ses limites. Dès qu'une étoile entre dans le champ gravitationnel d'un trou noir, elle n'a plus aucune chance. Au début, elle essaie de résister à l'attraction du trou noir, mais les couches extérieures de l'étoile commencent à s'étirer vers lui, comme des spaghettis. Cela est dû à une puissante force d'attraction. Si tu avais la possibilité d'étendre ta main vers le trou noir, tu verrais tes doigts commencer à s'étirer et à s'allonger. Cela est dû au fait que la force d'attraction augmente à chaque centimètre. Par conséquent, elle agirait plus fortement sur tes doigts que sur ton bras. C'est pourquoi ce processus d'attraction d'objets dans un trou noir est appelé spaghettification. La première chose à être aspirée dans le trou noir est la couronne de l'étoile, c'est-à-dire son enveloppe extérieure qui est constituée de plasma chaud. Tu pourras remarquer que l'étoile commence à rétrécir. C'est parce que ce plasma constitue la majeure partie de l'étoile. Lorsque ce spaghetti de plasma chaud atteint le trou noir, il peut sembler rester sur le bord du disque et continuer à orbiter autour du trou noir. Mais en fait, il n'est plus possible de revenir en arrière. Les particules de l'étoile ont déjà atteint l'horizon des événements du trou noir. Le champ gravitationnel d'un trou noir courbe la lumière autour de ses bords, de sorte que l'horizon des événements ressemble un peu à un croissant pour l'observateur. On peut aussi remarquer une sorte de chaos dans cet anneau, comme si certaines particules de lumière se déplaçaient dans une direction et d'autres dans une différente. Cela se produit en raison d'un effet de miroir, mais tu peux être sûr que tout ce qui atteint l'horizon des événements sera tôt ou tard entraîné dans la singularité ou la perle noire du trou noir. Une autre illusion que l'on remarque est que les particules d'étoiles se déplacent plus lentement au niveau de l'horizon des événements. Il se trouve que les objets supermassifs, comme les trous noirs, courbent l'espace-temps autour d'eux. Et plus l'objet est massif, plus le temps s'écoule lentement à proximité de lui. Si tu accrochais une montre à côté d'un trou noir et une autre sur un mur de ton salon, tu verrais que la trotteuse de la première bougerait à peine, alors qu'une journée entière passerait sur Terre. En tant qu'observateur, il nous semble que les particules de lumière ralentissent leur mouvement. Mais en réalité, il se peut qu'elles aient déjà été absorbées par le trou noir depuis longtemps. Aujourd'hui, des flux massifs de plasma chaud et rouge éclaboussent l'espace, tout comme la sauce des spaghettis. Lorsqu'un trou noir a absorbé de la matière stellaire, il émet de puissants rayons d'énergie à une vitesse d'environ 10 000 km par seconde. Cette libération d'énergie est accompagnée d'un flash intense. C'est grâce à ce flash que les scientifiques peuvent détecter le processus en premier lieu. Ce phénomène peut être observé lors de l'explosion d'une supernova. Quand il ne reste plus rien du corps de l'étoile, on peut encore voir de la poussière d'étoiles et d'autres particules au niveau de l'horizon des événements du trou noir. Un peu comme le parmesan saupoudré sur les spaghettis. Ok, on arrête la métaphore. Lorsque le processus de spaghettification est terminé, environ la moitié du poids de l'étoile a été projeté dans l'espace sous forme de poussière et de particules incandescentes. L'autre moitié a été absorbée par le trou noir. Les scientifiques ont observé ce processus pendant près de 6 mois. Mais ce qui serait plus intéressant, c'est de plonger soi-même dans un trou noir. On ne peut pas encore le faire, mais on peut simuler le processus. Voici un petit drone, notre ami métallique, notre boulette de viande en somme. En ce moment, il est à une distance sûre du trou noir, l'équivalent d'environ 3 largeurs de l'horizon des événements. Les objets à cette distance peuvent orbiter autour du trou noir en toute sécurité. Un peu plus près et il sera englouti dans l'obscur infini. Ainsi, notre étoile détruite aurait pu survivre en toute sécurité à cette distance. Les planètes aussi peuvent survivre à cette distance. Et s'il existe une source de lumière et de chaleur appropriée à proximité, la vie peut également exister sur ces planètes. Mais notre but est la singularité, et nous guidons le drone le plus proche de l'horizon des événements. Après quelques minutes, la force d'attraction commence à se renforcer, et le drone se met à s'étirer comme un spaghetto. Quand il commence à tourner autour du disque noir, cela signifie qu'il a atteint l'horizon des événements et qu'il a commencé sa descente dans l'abîme noir. Voyons maintenant tout cela du point de vue du drone. Toute la lumière des étoiles qu'il voit devient bleue. C'est ce qu'on appelle le bleuissement gravitationnel. En tombant dans un trou noir, son champ gravitationnel attire les photons de lumière vers celui-ci, leur donnant de l'énergie.
Leurs longueurs d'onde se raccourcissent de sorte que les photons rouges deviennent bleus. Le drone continue de tomber et est déjà complètement caché à nos yeux. Et tout ce que voit le robot, c'est un faisceau bleu fin et lumineux. Maintenant, il est dans l'obscurité totale. Il n'y a absolument rien ici. Même pas de temps. Le temps passe si lentement que tout notre système solaire pourrait vieillir et cesser d'exister pendant 1 minute passée dans un trou noir. Mais notre drone vivra jusqu'à ce que sa batterie soit vide. Hé, le drone voit à nouveau un petit faisceau de lumière. Et il se rapproche de plus en plus. Maintenant, le drone va connaître la même chute, mais en sens inverse. Une fois qu'il aura quitté la singularité, le cœur du trou noir, il sera à nouveau à l'horizon des événements. La lumière des étoiles repasse progressivement du bleu au rouge. Puis le drone est lancé dans l'espace, peut-être dans une galaxie lointaine. Le retour d'un trou noir n'est que théorique. Certaines personnes pensent que les trous noirs sont une sorte de vortex qui peut nous conduire à des endroits éloignés dans l'espace. Mais jusqu'à présent, ces théories sont considérées comme de la fiction. Les trous noirs sont assez difficiles à détecter. Le problème, c'est qu'ils sont, noirs. Tout comme l'espace. Ils n'émettent pas de lumière comme les étoiles, donc ils ne peuvent être détectés que par des anomalies de gravité. Malgré cela, les scientifiques pensent qu'il existe un grand nombre de trous noirs dans notre univers. Ils naissent lorsqu'une étoile massive s'effondre sous son propre poids. Et étant donné le nombre infini d'étoiles dans l'univers, les trous noirs sont probablement un phénomène courant. Les scientifiques pensent que les trous noirs ont leur propre durée de vie. Cela est dû au rayonnement de Hawking. Un trou noir perd de sa masse et donc pour continuer à exister, il doit absorber des objets massifs comme l'étoile que nous venons d'observer. Mais si le trou noir vit dans l'espace lointain, il a moins à absorber et commencera très probablement à rétrécir, jusqu'à ce qu'il disparaisse tout simplement. Comme cette assiette de spaghettis. Allez hop, on embarque. Dépêche-toi, nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous allons faire un voyage cosmique pour trouver la plus grande étoile de l'univers. La première étoile que nous croisons est notre propre Soleil. Il est loin d'être la plus grande, mais il est tout de même massif. On pourrait y faire entrer 1 million de terres. Cela signifie que si tu considères le Soleil comme un ballon de basket, la Terre aurait la moitié de la taille d'une gomme à crayon. Si on mettait toutes les planètes d'un côté de la balance et le Soleil de l'autre, les planètes ne feraient pas le poids. Le Soleil représente 99,9% de la masse totale du système solaire. La masse est essentiellement la quantité de trucs ou de matière dont une chose est composée. Et c'est à elle que l'on doit la brillance des étoiles. En effet, plus il y a de matière dans une étoile, plus son noyau est épais et chaud. Cela déclenche une chaîne de réactions chimiques. Les atomes d'hydrogène s'écrasent les uns contre les autres pour former de l'hélium, libérant ainsi une quantité incroyable d'énergie. C'est ce qui donne à l'étoile sa lumière et sa chaleur. Par conséquent, les grandes étoiles sont aussi des étoiles plus brillantes. Toutefois, avec toutes ces réactions, la durée de vie d'une étoile finit par diminuer. Lorsqu'elle commence à manquer de carburant, l'étoile entre dans la phase géante. Elle se dilate et devient rouge. Cela nous ramène à la tâche qui nous attend. La plus grosse étoile que nous trouverons sera probablement en fin de vie. En activant nos moteurs hyperlumineux, nous arrivons bientôt au système Luhmann 16. Ici, nous trouvons l'une des plus petites étoiles qui existent, une naine brune. Petite signifie ici à peu près la taille de Jupiter tout de même. Mais elles sont petites pour des étoiles. Les naines brunes sont aussi appelées étoiles ratées, parce qu'elles ne disposent pas d'une masse suffisante pour expérimenter ces réactions chimiques. Cela signifie qu'elles ne sont pas aussi brillantes, bien que super denses. Toute la matière qu'elles contiennent est si compacte qu'elles pèsent 80 fois plus que Jupiter, même si elles ont la même taille. Et si tu penses que c'est tout de même pas mal du tout, il te suffit de regarder une naine blanche, encore plus dense. Celle-ci est Sirius B. Elle a aussi la taille de Jupiter, mais elle pèse autant que le Soleil. Elle émet une faible lumière blanche. Lorsqu'elle n'aura plus de gaz, elle deviendra rouge et se refroidira. Maintenant, rapprochons-nous de sa voisine géante, Sirius A. On voit facilement cette étoile depuis la Terre sans avoir besoin de télescope. Elle est 2 fois plus lourde et plus que 1,5 fois plus large que notre Soleil. C'est l'étoile la plus brillante de notre ciel nocturne. Nous volons maintenant à 550 années-lumière de la Terre vers la constellation de Cassiopée. Il y a presque 100 ans, une explosion cosmique s'est produite à cet endroit. Elle a dilaté l'atmosphère de l'étoile Gamma Cassiopée et certains gaz ont été projetés dans l'espace. Après cela, elle est devenue l'étoile la plus brillante de la constellation. Elle est 10 fois plus vaste que notre Soleil. Passons maintenant à la célèbre étoile polaire. Curieusement, différentes étoiles ont porté ce titre au fil des ans, et d'autres le porteront dans le futur. C'est parce que l'étoile polaire de la Terre change tous les 26 000 ans. Imagine notre planète comme une toupie.
Le pôle Nord se déplace en décrivant un petit cercle qui pointe différentes étoiles vers le vrai Nord. L'étoile actuelle est une supergéante qui est 37 fois plus vaste et 5 fois plus lourde que notre Soleil. Elle est facile à trouver dans le ciel nocturne. Elle est au bout du manche de la Petite Ourse. Prépare-toi tout de suite, nous partons pour l'œil du cyclone, le centre de notre galaxie, la Voie lactée. Pour voir la prochaine étoile, nous devons passer en mode infrarouge. Cette étoile pistolet se dissimule dans la poussière de l'espace. En seulement 20 secondes, elle émet autant de lumière que notre étoile d'origine en une année entière. Et sa taille est stupéfiante. Elle est 420 fois plus vaste que le Soleil. Mais ce n'est pas encore l'étoile la plus lumineuse connue de l'humanité. Il s'agit d'une supergéante bleue dans la constellation du Triangle. Je te présente B416. Elle est presque 10 millions de fois plus lumineuse que le Soleil. Mais plus une étoile est brillante, plus elle épuise rapidement tout son carburant et plus sa durée de vie est ainsi réduite. Comparée à une naine rouge qui brille à peine et brûle son combustible beaucoup plus lentement, sa vie sera des centaines de milliers de fois plus courte. À 3400 années-lumière de la Terre se trouve l'un des corps célestes les plus rares de l'univers. Il s'agit d'une hypergéante jaune appelée Rho Cassiopée. Parmi les innombrables étoiles de notre galaxie, il n'y en a que quelques dizaines comme celle-ci. Et même si cette étoile est extrêmement éloignée de notre planète, on peut la voir dans le ciel sans avoir besoin d'un télescope. En effet, elle est 300 000 fois plus lumineuse que notre Soleil. C'est aussi parce qu'elle est 900 fois plus vaste que notre étoile d'origine. Et sa couleur nous indique que ses réserves de carburant dureront longtemps. Quand Rho Cassiopée commencera à devenir rouge et à se développer, elle sera l'une des plus grandes étoiles de l'univers tout entier. Passons maintenant à la constellation d'Orion. L'étoile dans notre ligne de mire. Betelgeuse est l'une des plus grandes visibles à l'œil nu. Elle fait 700 fois la taille de notre Soleil. Si elle prenait la place de notre étoile, sa surface toucherait la ceinture d'astéroïdes. Elle se situe entre les orbites de Jupiter et de Mars. Elle engloutirait les 4 planètes intérieures, y compris la Terre. Mais cette étoile excite beaucoup les astronomes. Ils prédisent que Betelgeuse va exploser et donner un spectacle céleste fantastique dans les 10 000 prochaines années. Ce sera le plus grand événement astronomique de tous les temps car nous pourrons observer une supernova à une distance proche mais suffisamment sûre. L'étoile qui explosera brillera comme une demi-lune. Elle sera visible dans le ciel de jour pendant 1 an et dans celui de nuit pendant plusieurs autres années. Maintenant, nous nous aventurons vers des étoiles qui dépassent la largeur du Soleil de 1000 fois. Mousse Cephei est une hypergéante qui s'enorgueillit du titre de l'étoile la plus rouge connue. Sa couleur nous indique que la jauge de carburant se rapproche de plus en plus du vide. Mais elle est encore si grande qu'elle pourrait contenir 1 milliard de soleils. Et à cause de sa masse, cette étoile finira par devenir une supernova ou même un trou noir. Partons maintenant pour un voyage de près de 4000 années-lumière de chez nous. La voici, une supergéante rouge appelée VY Canis Majoris. C'est l'une des plus grandes et des plus brillantes étoiles de la Voie lactée. Elle pourrait contenir 3 milliards de soleils. Et même si elle est tellement énorme, cette chose est étonnamment légère, seulement 17 fois le poids du Soleil. Dans le contexte des corps célestes, on pourrait appeler cette étoile un ballon gonflé. Au cours des 100 000 prochaines années, VY Canis Majoris explosera en une hypernova. Les radiations gamma détruiront toute vie dans la partie locale de l'univers. Mais cette étoile est si éloignée de notre système solaire qu'elle ne nous causerait aucun dommage. Si nous placions MY Cephei au centre de notre système solaire, elle se gonflerait jusqu'à l'orbite de Saturne. Pour te rappeler à quel point Saturne est loin, dis-toi qu'il faut 8 minutes à la lumière du Soleil pour atteindre la Terre. Mais pour arriver à Saturne, il faut bien plus d'1 heure. Comparé à cette étoile massive, le Soleil n'est qu'un grain de sable. C'est l'une des étoiles les plus lumineuses et les plus rouges de notre univers. Plus l'étoile est grande et rouge, plus elle est proche de sa fin. Nous n'avons donc pas seulement affaire à un titan de l'univers, mais aussi à l'un des plus anciens corps célestes qui existent. La deuxième plus grande étoile de l'univers est UY Scuti. Elle fait environ 2,4 milliards de kilomètres de large, soit 16 fois la distance entre la Terre et le Soleil. C'est une étoile à pulsation variable. Sa luminosité change environ tous les 2 ans. UY Scuti détient le record de combustion de carburant par an. Les scientifiques s'attendent à ce qu'elle revienne à des températures plus élevées comme une géante jaune. Notre voyage touche à sa fin. Devant nous, nous voyons Stephenson 2.18. Il faut 20 000 ans pour que la lumière de cette étoile atteigne la Terre. Il est difficile de ne pas voir cette supergéante rouge sur notre minuscule planète. Elle est 2150 fois plus vaste que notre Soleil. Il nous faudrait 10 milliards de soleils pour la remplir. À titre de comparaison, une plage moyenne ne contient qu'environ 5 milliards de grains de sable.